Rebonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix et Pays du 93, donc Les Seine-Saint-Denis. racailles, ouais. Voilà, troisième tentative de faire une vidéo sur le retour du Mali. Ouais. Là, on passe par du Wi-Fi, ça va être plus compliqué pour nous censurer, Mm. mais en tout cas, Orange nous a bien censuré tout à l'heure. Et c'est pas la première fois quand ça parle du Mali. Non. On est avec Yannick du 93, donc des Gilets Yes. jaunes constituants du 93. Il est parti au Mali, il a rencontré des Maliens, il revient, et puis là, il vient nous faire le débriefing. On a plein de questions à te poser. On est avec des collègues, donc Carole voilà, et Sophie. et Sophie, et puis d'autres collègues qui sont encore plus timides. Alors, on a plein de questions à te poser sur la situation au Mali, Ouais. le combat du peuple malien pour la conquête de sa souveraineté juridique, politique, économique, Mm. comme le peuple français. Gilets jaunes français, peuple malien, même combat Yes. ou pas? Qui est l'ennemi? Est-ce qu'on est camarades de tranchée? Quelle est la situation au Mali? Qu'est-ce que fait la France là-bas? Mhm. Pourquoi? Voilà, il y a plein de questions. Ouais. On va commencer par une question très triviale. Qui t'a financé et pourquoi on t'a financé le voyage au Mali? Ouais. L'avion, l'hôtel, etc. Ouais. La suite de l'opération Chamalière. Voilà, je te laisse parler. Ouais, bah effectivement, la question est simple, la réponse est simple, hein, c'est la diaspora malienne présente principalement donc en Île-de-France. Il faut savoir qu'effectivement, aller au Mali avec l'avion, l'hôtel, etc., ça a un coût, hein, rien que l'avion, aller-retour, 1200, 1300 euros, donc moi, avec mon salaire d'ouvrier, je ne peux pas payer ça. Et pourquoi la diaspora malienne a financé ce voyage? Parce que c'est la première fois qu'il y avait des gilets jaunes en Afrique, qui venaient dire, nous qui représentons la vraie France, nous sommes solidaires de tous les peuples du monde, dont le peuple malien, qui veulent se libérer de l'oligarchie. Et d'ailleurs, très, très très belle expérience du point de vue d'une maturité des peuples en général et de la maturité du peuple malien en particulier. Il faut savoir que là-bas, 80-90% des gens sont analphabètes, hein. Ça n'empêche pas que leur pensée politique est claire sur le fait qu'il y a une oligarchie qui tyrannise tous les peuples. Et beaucoup de Maliens ont vu à la télévision ces gilets jaunes, c'est-à-dire ces Français, être sous le coup d'une tyrannie policière, de voir des yeux perdus, des mains arrachées, etc. Ça, c'est des choses qu'ils avaient à l'esprit, qu'ils ont toujours à l'esprit. Beaucoup de Maliens m'ont dit, toi, tu représentes la vraie France. Les gilets jaunes représentent la vraie France. Donc il n'y a pas de problème. Le Parle Malien fort, de la rue, parle le fort, Yannick. commerçant, voilà. Alors, porte la Donc le voix. financement, c'est que donc c'est diaspora malienne. Pourquoi elle nous a financé? Parce que tout simplement, on a fait un certain nombre d'opérations ensemble depuis 2 ans. Depuis mars 2019, où on avait été à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand, on avait dénoncé le franc CFA en disant franc CFA, euro, même problème, même esclavage des peuples. On avait tendu la bannière devant Ouais. l'entrée, puis De on avait l'imprimerie. voilà, et après on de avait été France. voir les collègues au rond-point juste à côté. Yes, exactement. Et donc, depuis mars 2019, où on avait fait cette opération-là à Chamalières, jusqu'à décembre 2020, où on a envahi, occupé l'entrée de la tour de Vincent Bolloré dans les Hauts-de-Seine avec nos amis de Urgence panafricaniste, dont le président s'appelle Kémy Séba. Donc, on était une petite centaine de gilets jaunes et de panafricains à faire ça. Il y a eu tout un travail de terrain qui a été quelque part récompensé par la diaspora malienne en disant venez au Mali, venez aider le peuple malien à sa libération. Et donc voilà, on a fait un certain nombre de choses avec eux du 16 au 23 janvier dernier là-bas. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Quelle était la situation par rapport aux autorités maliennes, à l'armée française, à l'ambassade française? Voilà, ça a été tendu quand même. Ouais, tout à fait. Dès qu'on est arrivé le samedi 16 à l'aéroport international de Bamako, de Modibo Keïta, c'est le nom de l'aéroport, en hommage à un président tout à fait bon dans leur pays. En fait, on a appris avec nos amis donc, du mouvement Yele Wolo, Debout sur les remparts, qui est un mouvement patriotique là-bas, on en reparlera tout à l'heure, qui donc nous a accueillis, qui a fait un excellent travail pendant la semaine pour nous guider, pour nous inviter, pour nous présenter des personnes. Vraiment un très bon boulot qu'ils ont fait, très sérieux, des gens très sérieux. Donc ils nous ont dit, voilà, en arrivant, bah, écoute, là, depuis 1 heure, il y a 2 employés de l'ambassade de France qui sont là, qui veulent vérifier que vous êtes bien arrivés, etc. J'ai dit, ah oui, alors, pour notre sécurité, surtout pour faire un petit rapport à qui de droit, on est là, on est arrivé, quoi.
Et puis pendant la semaine, dans l'hôtel, on a vu des mouvements de personnes, de compatriotes, où on se disait ils étaient plus là en train de glaner des informations sur ce qu'on faisait, nos mouvements de va-et-vient dans la journée, que se préoccuper de notre sécurité. Alors, en Donc fait, voilà, c'est donc, flippant pour le pouvoir profond, c'est que oui. le combat des Gilets jaunes peut s'exporter à l'international et qu'il y aurait une solidarité entre les peuples C'est français et maliens. Trois choses. Un, c'est la première fois qu'il y avait des gilets jaunes en Afrique. Deux, une compréhension profonde du peuple malien que les gilets jaunes, c'est la vraie France. Et trois, en fait, le peuple malien aujourd'hui est contre la présence de l'armée française au Mali et dit l'armée française travaille plus pour les intérêts oligarchiques français, pour le pillage des ressources de notre pays, que réellement la lutte contre le terrorisme. Donc c'est la dénonciation de la France-Afrique, c'est la dénonciation de tout ça. Donc ces gens-là sont en train de dire, nous avons un problème avec l'armée française, nous avons un problème avec l'État français, mais nous n'avons pas de problème avec le peuple français, et nous voulons travailler avec le peuple français pour évincer l'oligarchie française chez nous au Sahel, mais toutes les formes d'oligarchie qui oppriment. Et encore une fois, je reviens sur ça, beaucoup de gens, le malien de la rue, le commerçant, l'avocat, le professeur, le conférencier, le jeune qui me reconnaît dans la rue, et qui, parce qu'on a fait une conférence de presse qui a été extrêmement vue, et qui me dit, voilà, on est ensemble en Mbeya, en Bambara, langue qui est parlée par 40 millions de personnes, et comme je vous ai dit, hein, les Maliens, 80-90% sont analphabètes, beaucoup ne comprennent pas le français, mais ils comprennent très bien leur langue usuelle qui est le Bambara. Et du coup, voilà, avec leurs mots ou avec des amis qui parlent français, ils expliquent, voilà, vous les Gilets jaunes, vous êtes la vraie France. Celle qui souffre, celle qui est tyrannisée par l'État. Donc distinction très claire entre l'État, Macron, les oligarques et le peuple français. Donc cette maturité-là, que j'ai vue au Mali, c'est ça qui fait peur en fait, c'est qu'il y ait une maturité en général des peuples contre l'oligarchie. Et c'est ça que l'oligarchie a bien compris. L'oligarchie et la tyrannie bancaire, et la tyrannie... Oui, dont la manifestation là-bas est le franc CFA. Et ici, c'est l'euro. C'est l'euro. Et c'est en général un système financier dans lequel il y a l'euro, le franc CFA, les différentes monnaies, le dollar, le yen, le yuan, tout ce que vous voulez, mais dans lequel en fait une trentaine de mégabanques contrôlent 80-90% des flux financiers, donc décident aussi de où on investit, où on va, et quel visage, en termes d'infrastructure, en termes économiques, en termes sociaux, va avoir demain. Or, c'est normalement les peuples, ceux qui travaillent, qui doivent décider de où on va, où on investit, les priorités. Ah, ça s'appelle la souveraineté, ça. Ça s'appelle la souveraineté en général et la souveraineté monétaire et économique plus particulièrement, ouais. Alors, comment ça se passe au niveau politique, au niveau du Mali, avec l'armée française, le combat contre les djihadistes? Très compliqué tout ça. Oui, tout à fait. Alors, quel est le narratif officiel et puis quel est, toi, ton retour du terrain? Donc officiellement, le Mali est plombé par le djihadisme depuis les années 2010. En 2012, l'État malien appelle la France à la rescousse et entre autres son armée pour venir combattre les djihadistes qui sont présents surtout à ce moment-là dans le nord du Mali. Opération Serval lancée avec François Serval, gros succès. Attends, excuse-moi, lancée avec François Serval? Opération Serval lancée par François Hollande. Ah, François Hollande, qui tu à avais dit l'époque François président Serval. 2012. Voilà. Donc c'est l'opération Gros succès. Serval, d'accord. Gros succès. Succès militaire. Voilà, et on a succès militaire et ça. Donc on a l'impression que ça va être bouclé en 6 mois, que quasiment tous les terroristes vont pas pouvoir rester là et c'en est fini quoi. Et que donc le Mali de nouveau peut respirer. Maintenant on est en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fait, le terrorisme a progressé dans le pays. Il est présent donc toujours dans le nord et même maintenant dans le centre du pays. Et s'est renforcé, a recruté, a progressé, etc. Et avec des attentats, avec une insécurité sur plus de 50% du territoire malien. Et deuxième chose, donc maintenant on est dans l'opération Barkhane depuis 2013, donc opération longue, qu'on pourrait faire en parallèle avec les Américains en Irak. Ils arrivent, c'est le succès, etc. Et puis après, ils restent sur le long terme et c'est le bordel. Et en fait, c'est pire qu'avant. Ça, c'est la situation dans laquelle on est au Mali actuellement. Alors, tu as toujours plusieurs niveaux de lecture d'une situation. Ouais. Donc, les gentils Français qui sont sur place pour combattre les djihadistes. Mais derrière, il y a bien des intérêts miniers, gaziers, quelque chose. C'est ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'autant en 2012, le peuple malien était favorable à la venue de l'armée française, autant aujourd'hui, la majorité du peuple malien
et pour que l'armée française retourne à la maison. Oui, quand tu dis Savoir les Français, Le c'est mouvement l'armée Yere- française. Oui, Hein, l'armée voilà. française. Le mouvement Yerebolo a signé une pétition, tout un travail de terrain. Plus de 3 millions de Maliens ont signé cette pétition en faveur donc, de bouter l'armée française en dehors du Mali. Il faut savoir qu'ils sont 20 millions, les Maliens. Donc 3 millions sur 20 millions, c'est quand même pas Et rien. sachant que la moitié de la population a moins de 15 ans. Et ça peut vous permettre de comprendre que Yerebolo, donc le mouvement qui nous a invités, c'est pas un mouvement avec trois pattes, trois bouts de carton et de la communication derrière. Non, non, c'est vraiment un mouvement profond dans le pays et ils ont fait tout ce travail de terrain. Imaginez 3 millions de signatures. Voilà. Sur un pays de 20 millions Ouais. d'habitants, dont la moitié ont moins de 15 ans. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que donc on va du succès militaire aux défaites militaires. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, ça c'est un article du Canard enchaîné qui est sorti au mois de janvier. La situation de l'armée française, c'est que vous avez certains soldats au Mali qui sont obligés de payer leurs propres bottes qui sont trouées parce qu'il n'y Leurs a pas propres équipements. suffisamment d'équipements et de matériel. Il faut savoir que selon l'article du Canard enchaîné, donc, qui a ses sources auprès de militaires, 20% des morts des soldats français au Mali sont liés au fait qu'ils avaient du matériel pas adapté. Par exemple, des tanks qui roulent sur des mines et ça explose et les tanks sont pas équipés suffisamment. Alors, et du coup, les mecs meurent. En Alors fait, qu'ils devraient pas parce qu'ils devraient avoir du matos qui est il y a un adéquat. matériel vieillissant dans 20% l'armée des morts. française. Il y a un matériel Canard vieillissant dans l'armée française. Voilà. Pour tout ce qui est OPEX et opérations extérieures, Mhm. les soldats, s'ils veulent avoir un minimum de qualité, sont obligés de dépenser sur leur denier personnel pour s'équiper. C'est ça. Il y a des collègues qui nous avaient fait des retours, etc. Mhm. Donc, ouais, c'est la chair à canon. Enfin, voilà. C'est ça. Mais Donc c'est pas tout le propos qui est dit là et même toute la réflexion qui est au Mali, c'est pas contre le soldat français, le français en tant que tel. C'est le soldat français comme malheureusement un pion de l'oligarchie française qui est celle qui a financé Emmanuel Macron et qui demande un retour sur ascenseur. C'est des gens comme Martin Bouygues, c'est des gens, alors Vincent Bolloré est moins présent au Mali, mais c'est des gens comme Vincent Bolloré. Bolloré, Des gens on le comme- retrouve à Canal+, hein, c'est ça? Oui, Voilà. tout à fait. Et quand vous allez dans les rues de Bamako, vous voyez des publicités, c'est Orange, Canal+, Bouygues, etc. C'est pas des entreprises maliennes, parce que le pays est complètement dévasté. Donc c'est aux mains déjà, du point de vue commercial, de l'oligarchie française, mais aussi donc du point de vue des ressources. C'est la question du gaz, la question du pétrole, la question de ce qu'on appelle l'eau sous le désert, etc. etc. C'est Total. C'est tout ça qui est là. Donc tous ces enjeux-là sont là. Et donc la présence des soldats français, la présence des casernes françaises est plus définie par rapport à des objectifs de protéger les ressources naturelles qui sont exploitées par les oligarques français, plus que des questions militaires. Donc du coup, vous avez cette progression du terrorisme sur le terrain, la question du financement du terrorisme, d'où vient l'argent, la question des flux d'armes qui viennent entre autres de Libye où la France est intervenue sous Sarkozy, on se rappelle. Donc tout ça fait un méli-mélo dans lequel les gens, qu'ils soient cultivés ou pas au Mali, constatent une chose, depuis 2012, ben en fait les Français, pas le peuple français mais l'armée française n'est pas là pour réellement gagner des victoires militaires avec les Maliens contre le djihadisme qui est une plaie, évidemment. Mais vraiment pour défendre les intérêts oligarchiques français au Sahel. Donc L'uranium, j'ai oublié l'uranium. les djihadistes seraient finalement un très bon prétexte pour maintenir une prédation Oui. colonialiste. Et contrairement à ce que disait Macron, moi je suis pas un néoconservateur comme les Américains, il fait exactement la même politique que les néoconservateurs américains, c'est-à-dire à un moment donné, au nom de la démocratie, on intervient dans un pays. En fait, on est là pour des questions de ressources, des questions d'influence. Et en fait, c'est le bordel. L'Irak, c'est plus le bordel qu'avant. Ça ne veut pas dire que Saddam Hussein est un type très bien. La Libye, c'est pareil. Et le Mali, en fait, c'est pareil. Parce qu'à un moment donné, les vraies questions qu'on doit se poser, c'est si l'État français, qui représente normalement les intérêts du peuple français, combat réellement le terrorisme au Mali, quid de la relation avec le Qatar et l'Arabie Saoudite? Qui finance? Parce qu'aujourd'hui, ce que me disent les amis maliens, c'est que depuis 2013-2014, c'était vraiment embrigadé idéologiquement les gens, et entre autres les jeunes, mais aussi la question du financement. Donc, quid de notre rapport avec l'Arabie Saoudite ici en France, si on veut vraiment combattre le djihadisme au niveau international et entre autres au Sahel? Alors là, faire un pont entre les peuples maliens et français dans leur combat pour conquérir leur souveraineté, là, ça va pas plaire à l'oligarchie. Quel a été le mouvement de l'oligarchie?
Le mouvement de l'oligarchie. En réponse à oui. ce lien avec le peuple malien. Alors, en fait, d'abord, pendant le voyage, on a constaté donc que c'était des personnes voulaient vraiment savoir nos va-et-vient parce que c'était très intensif. Hein, sur la semaine qu'on a venue, on se couchait en gros à 2-3 heures du matin et on se levait le lendemain à 7-8 heures et on enchaînait les rencontres, les actions, etc. Vous étiez sous surveillance? Ouais, D'accord. concrètement. L'autre chose, c'est ce qui est très suspect, c'est quand je suis revenu à l'aéroport de Paris, les questions assez Ouais. impertinentes de la douanière, qui a fait des va-et-vient avec son collègue, et qui m'en a demandé 3 fois où je travaillais, d'où je venais, qu'est-ce que j'avais fait au Mali, etc. Alors, Bon, on sait que l'oligarchie travaille beaucoup par proxy, par soft power, par association, en finançant des associations. On l'a vu avec la Ligue des droits de l'homme, Ouais. financée par l'Open Society de Soros. En 2017, 343 ou 347 000 euros. Donc la main qui donne, elle est au-dessus de la main qui reçoit. Hein. Ouais. Puis il y a toujours les gars sur le terrain qui sont bénévoles, mais eux, ils sont pas au courant de tout ça. Et pourtant, c'était sur leur page, le rapport financier de 2017. Comment l'oligarchie, voilà, que les peuples fassent du lien, ça les intéresse pas. Eux, ils dirigent en gérant la division. Si. Faisons du lien pour faire de l'humanitaire. Mais jamais contre l'oligarchie, le lien. Regardez, je vais vous donner un exemple pour comprendre la chose. Il y a tout un certain nombre de gens, de bonne intention certainement, mais qui sur le fond se trompent. De mouvements de gauche, etc., qui ont fait la semaine anticoloniale en France. Donc c'est des conférences, des discussions entre intellectuels, entre conférenciers, entre humanitaires sur le néocolonialisme français. Semaine anticoloniale. Ça a duré une semaine. Vous regardez le programme de la semaine anticoloniale, il n'y a aucune conférence sur le Mali, sur la situation au Mali. Le fait que 80% des Maliens demandent que l'armée française parte du Mali parce qu'elle se comporte comme une armée néocoloniale. Rien. Donc à un moment donné, on peut parler de certaines choses, mais il ne faut pas dépasser certaines bornes. La notion d'une oligarchie, premièrement. La deuxième chose, que les peuples soient conscients de cette oligarchie, qu'il y ait une maturité et qu'il y ait des fonds, malgré les différences, même des fois des oppositions entre les peuples, mais malgré tout, on a un ennemi commun et qu'on ne se trompe pas d'ennemi, ça, ils ne veulent pas. Parce que l'oligarchie, elle intervient pas uniquement au niveau français, l'oligarchie française, elle opère au niveau international. Voilà, bon, en tout cas, c'est extrêmement intéressant ce retour. Si Alors, les collègues ont des questions. Juste une dernière chose que je voulais dire, c'est que donc on devait faire une manifestation le 20 janvier pour parler de tout ça. Je devais faire un discours devant des milliers de Maliens. Et en fait, la manifestation a été interdite la veille pour raison de crise sanitaire par le pouvoir malien. Et en fait, tout de suite, il y a eu un article du Monde Afrique. Si vous voulez comprendre ça, lisez ce monde, le truc du Monde Afrique, qui est lié au monde. Hein. Le monde chez nous, c'est l'immonde, c'est-à-dire c'est la parole de l'oligarchie. Et en gros, le Monde Afrique a bien fait comprendre dans son article que c'était le Quai d'Orsay, donc ministre des Affaires étrangères, qui avait appelé le pouvoir Bamako et dit vous interdisez cette manifestation avec les Gilets jaunes. Alors, Voilà. moi, j'ai pas la preuve. Je dis juste, c'est écrit comme ça, ou quasiment comme ça, dans le Monde Afrique, qui sont les pages Afrique du monde. Voilà. En Le tout Monde, cas, c'est pas médias un truc, oligarchiques de c'est Silan pas D'accord. Lagardère, donc, voilà. Hein, c'est pas le site complotiste.com, le monde. Voilà. Voilà. Yannick, merci de ce retour-là. Pour les collègues, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi j'ai une question. Je voudrais savoir ce que réclament les Maliens. On voit bien que les Gilets jaunes interviennent en France et également au Mali. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici en France, à part dénoncer ce que tu es en train de faire, expliquer ce qui se passe là-bas, mais qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour leur venir en aide? Et surtout, les gens que tu as rencontrés, ces gens-là, qu'est-ce que ces gens réclament? Parce que à chaque fois qu'on a des revendications, on a des besoins. Oui. Quels sont les besoins des Maliens actuellement? Ils ont d'énormes besoins. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on t'a demandé sur place? Ouais, d'énormes besoins, ça fait partie des pays les plus pauvres du monde. D'ailleurs, sur l'ensemble des pays les plus pauvres du monde, en bas de l'échelle, c'est les pays de la zone franc CFA. Donc c'est bien la preuve que ça marche pas bien, le système de coopération avec la France. Mais en fait, pour répondre à ta question, c'est qu'est-ce que le peuple malien peut nous donner comme inspiration? Il s'est levé cet été de l'année dernière, l'été 2020. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, bon déjà le type qui était au pouvoir, qui s'appelait Ibrahim Boubacar Keïta, c'est un corrompu, etc. Donc il y avait plein de problèmes. Voilà.
Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand il a voulu imposer les mêmes mesures de confinement au peuple malien que celles imposées actuellement en France, entre le couvre-feu des commerces à 20 heures. Ça a mis le feu aux poudres. Le peuple malien est sorti en grande quantité dans les rues. Et c'est le peuple malien qui est parti voir les militaires en disant « Vous me virez ce corrompu et on fait autre chose ». Donc maintenant, ils ont un Conseil national de transition qui est en cours, où ils vont réécrire la Constitution au sein de ce CNT. Donc je veux dire, d'abord, le peuple malien nous inspire par rapport à ça. Excuse-moi, Ouais. cette réécriture de la Constitution, Oui. c'est intéressant, on s'appelle les constituants quand même. Oui. Qui donc la réécrit? Alors, c'est les représentants Ah, au sein du CNT. avec c'est du 117 mandat personnes. impératif et révocatoire Pas ou- vraiment, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais au sein du CNT, moi j'ai rencontré une partie d'entre eux, dont Salif Keïta, qui est connu d'abord comme un grand chanteur malien et africain. Mais lui, il fait partie du CNT et c'est vraiment un incorruptible et un incorrompu. Donc il y a des gens vraiment de valeur au sein du CNT, mais c'est dans un cadre représentatif, ils sont 117 et ils ont à peine commencé leurs travaux donc de réécriture de la Constitution. Pour revenir à la question de Carole, les besoins sont immenses au Mali, mais ce qui est très intéressant, c'est que les Maliens sont conscients qu'au moment de l'indépendance en 1960, il y avait un grand président qui s'appelait Modibo Keïta qui voulait développer son pays et qui a fait vraiment le job, qui a fait vraiment le travail de développer économiquement et socialement le pays pour et par le peuple. Et ça a été détruit, le mec a été assassiné en 1968. Il a même voulu sortir du franc CFA en 1963 pour faire le franc malien. C'est-à-dire là, si on veut se développer, si on veut être souverain, si le peuple veut pouvoir profiter des fruits de son travail, première chose, on va récupérer notre monnaie et investir où on veut, dans Fallait la pas. culture, etc. Fallait Le pas. mec a été Voilà. assassiné en 1968, tout son héritage a été détruit. Vous avez aujourd'hui des lignes de chemin de fer, vous avez des détritus. Mais avant, il y avait des lignes de chemin de fer pour commencer à développer les échanges entre les villes, etc. Et ça, les gens en sont conscients. Et j'ai rencontré des gens de la famille de Modibo Keïta, entre autres une de ses filles, qui me disait, nous c'était la traversée du désert, de la mémoire de Modibo Keïta. Personne ne s'adresse à nous, ni les journalistes, ni les gens, ni les intellectuels, ni les universitaires, depuis des années et des années. Et là, depuis la révolution qui est arrivée en été, on n'arrête pas de dire non à des gens qui veulent nous rencontrer, qu'on raconte notre histoire, etc. Tellement, voilà. Et elle dit, ça fait du bien au cœur parce que quand quelqu'un s'est battu, c'est pas la personne, mais les idées qu'il a défendues, de savoir qu'elles sont oubliées, qu'on n'en parle plus, ça fait c'est triste, surtout quand c'est son père. Et de voir qu'à un moment de révolution, les gens cherchent des inspirations, des exemples positifs, même si le type n'est pas parfait, mais qu'il a fait des choses bonnes. Et que voilà, le peuple se souvienne de ça et vont plus loin quelque part, ça fait bien. Mais les besoins sont énormes, mais le peuple malien est conscient de où ils viennent et où ils veulent aller maintenant. Donc les besoins sont énormes, mais là, ça se focalise sur, on veut plus de l'oligarchie française chez nous, on veut se développer par nos propres moyens, on veut faire nos propres erreurs, même si on se trompe, même si on veut que ce soit nous qui soyons aux manettes. Donc ça, c'est la chose que moi j'en parle un peu avec émotion parce que vraiment c'est pas juste le professeur du coin ou l'université du coin qui a une éducation, qui est capable de former. Même le mec de la rue, il m'expliquait ça avec ses mots, quoi. Vraiment. C'est tous les gens que tu as pu rencontrer qui t'ont parlé de ça. Ils sont tous d'accord avec ça, ils n'en peuvent plus. Parce que j'ai fait une conférence de presse avec les collègues. Et en fait, bon, moi je connaissais pas les médias maliens. Moi j'avais plein de micros devant moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, mon sentiment, etc. Et en fait, en regardant quelques jours après, on a à peu près, parce que c'est difficile d'avoir une audiométrie ou une télémétrie au Mali, c'est pas pareil qu'en France, mais j'ai commencé à regarder des articles qui parlaient de moi en fait. Et en fait, j'ai vu un article de bamadam.net où ça parlait de ce que j'avais dit en tant que gilet jaune, etc. J'ai même montré les photos de Jérôme et d'autres gilets jaunes qui avaient perdu. J'avais imprimé une centaine de copies, j'ai distribué à tous les journalistes. Les gens étaient choqués en fait, il y avait des gens même en larmes en voyant des gilets jaunes avec l'œil qui saignait, photo de Marie-Laure, photo de Jérôme. Les gens, bien sûr, ils avaient vu ça, mais c'était un peu... ça faisait quelques temps, et leur rappeler que voilà comment l'oligarchie française se comporte en France, chez nous. Et voilà, les gens c'était très... Mais en fait, j'ai découvert donc cet article de Bamada.net qui avait 600 000 likes. Je me dis, merde, en fait, c'est énorme. Et en regardant un peu, on a touché 3 à 4 millions, voire même 5 millions de Maliens avec la conférence de presse qui précédait donc la manifestation. Donc ça montait. C'est la manifestation, il devait y avoir beaucoup de monde. On a été dans les mosquées pour dire aux gens de venir à l'invitation d'imam, parce que ça fonctionne comme ça là-bas, à la manifestation. On a été invité par l'association des marchands de Bamako. On a été au milieu de Bamako, au milieu des rues, quoi. Il y avait 500, 600, 700 personnes, je sais pas. Et on parlait en français et les gens traduisaient en bambara. On disait venez à la manifestation du 20 janvier, etc. Ça montait. Les gens commençaient à reconnaître dans la rue, etc.
Et vraiment, ce qui ressort, c'est deux choses. Un, les gilets jaunes, c'est la vraie France. Et deux, on est ensemble, on a un ennemi commun. Même si des gens ne disent pas forcément le mot oligarchie, on a un ennemi commun. Et ça, moi j'appelle ça de la maturité. Et on est dans un moment où, en dehors de l'Afrique même, on voit ça de manière différente. Des fois, ça s'exprime en Argentine à travers le retour de Kirchner contre le Macri. Macri, c'était l'ancien président de l'Argentine, Macron-Macri, qui faisait le programme du FMI en fait. Et donc il y a eu une révolte populaire dans les urnes en Argentine. Donc il y a différentes manifestations, même en Italie à travers le mouvement 5 étoiles et le mouvement Ligue du Nord. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'était une manifestation du peuple italien d'un ras-le-bol de cette technocratie, de cette bureaucratie, de cette élite européenne, européiste, qui sert l'oligarchie au détriment des peuples. Donc ça s'exprime de manière différente. Chez nous, ça a été les gilets jaunes massivement. Maintenant, c'est les gilets jaunes comme l'avant-garde qui pousse, qui est toujours présente même dans le champ des étudiants ou de la manifestation retraite ou aux manifestations contre la sécurité. Ils reprennent en fait le on est là à leur sauce. Donc c'est toujours présent. Voilà. Donc ça prend différentes manifestations. Mais il y a une maturité des peuples à comprendre, il y a un ennemi commun, il y a un système commun qui nous oppresse au-delà de tel ou tel dirigeant qui est le larbin, et on fait des ponts, on essaie de travailler ensemble contre cet ennemi commun. Et là, l'oligarchie commence à paniquer, parce que ça veut dire qu'on prend conscience qu'elle existe. Ces gens qui aiment bien être dans l'invisible deviennent un coup visibles pour les gens, on en parle, c'est pas juste dans les cercles complotistes ou vus comme complotistes, ou questionnistes. Ça devient une discussion de comptoir, comme ça. Et on essaie de définir une stratégie de comment on va faire contre cet ennemi commun. Oula, c'est pas bon. Donc la parole, c'est essentiel. C'est essentiel pour, voilà. pour ces ponts. Pour ces ponts communs, pour arriver à répondre justement à cette pression constante de l'oligarchie. Et parce qu'il faut lier la parole à l'action, le 26 mars prochain, le mouvement Yédé-Wolo appelle de nouveau à une manifestation donc à Bamako, et ils essaient de s'organiser avec les diasporas maliennes pour faire la même chose à Paris, ici en France. Donc en tant que gilet jaune ou pas en tant que gilet jaune, on peut aussi aller le 26 mars, si c'est confirmé, aller soutenir la diaspora malienne et dire on a un ennemi commun, d'avoir ces petites discussions qu'on a là avec les autres, leur demander qu'est-ce qu'ils entendent par oligarchie, s'ils ont déjà entendu le terme, et là les gens vont être très surpris en fait. C'est ça parce que beaucoup de gilets jaunes sont conscients de ça. Parce que moi, une des choses qui m'a fait adhérer, entre guillemets, au mouvement des Gilets jaunes, j'étais déjà très impliqué avant, c'est que pour la première fois dans un mouvement social, le terme d'oligarchie, mais surtout ok, on en a marre des impôts, des taxes, mais qui crée l'argent? C'est quoi les interrogations? C'est la première fois que ça devenait quelque chose de collectif au sein d'un mouvement social, sur les banderoles, sur les pancartes, dans la discussion des gens. Et c'était pas juste par rapport à la retraite, par rapport à tel point, la loi travail, etc. On est très loin du catégoriel. On allait au-delà. Et voilà, on va sur les causes. Je ne sais pas qu'on avait des revendications très catégorielles sur la baisse des impôts, la fin de certaines taxes, le niveau digne pour nos retraités, c'était très catégoriel. Mais au-delà de ça, il y avait des interrogations et même pointées sur cette notion-là. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et quand vous le voyez à l'autre bout du monde, à 5000 km de là, et des gens qui ne sont pas des gilets jaunes, mais qui dans l'âme sont des gilets jaunes, qui ont les mêmes interrogations, et qui disent on a un ennemi commun, ça vous fait quelque chose. À suivre alors. Voilà les amis, merci pour tout. Merci aux collègues, merci à Yannick. On reviendra sur le futur. Donc là, le premier échelon, c'est cette manifestation. Le 26 mars. 26 mars. Donc il y aura certainement une manifestation à Paris aussi. Probablement on est en train de voir avec les amis de la diaspora malienne pour que ça ait lieu. Voilà. Et ça, l'oligarchie, elle veut pas. Elle veut pas, donc elle va essayer de caricaturer notre propos. On a eu plein de problèmes. J'ai voulu faire un live avec Issa Cissé, qui est un Malien, pour expliquer ce lien avec des cartes à l'appui entre la présence de l'armée française et les ressources. Il y a eu plein de bugs, machin. Il me dit ça fait 2 jours que ça bug, alors que jusque-là, il n'y a jamais eu de problème. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc, bah c'est Orange. C'est oui, Orange Mali. Voilà. Aussi, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est très chiant. Et voilà, il y a des panafricains de carton qui nous ont attaqués sur les réseaux sociaux depuis qu'on est revenu du Mali. Il y a des gilets jaunes de l'Essonne qui essayent de nous attaquer, des gens liés à la France Insoumise, et c'est triste, parce que c'est des gens, je ne dis pas que toutes les personnes à la France Insoumise pensent comme ça, mais certaines personnes des milieux de gauche, souvent, on dit nous c'est le monopole de la charité, donc nous c'est le monopole de la parole par rapport à nos amis africains. Et là vous avez des gilets jaunes qui ne sont pas dans notre radar, qui vont au Mali avec des patriotes maliens,
avec Kimi Sema, avec Salif Keïta, avec des gens du CNT. Oh, mais ceux-là, on les contrôle pas. Et puis, et que font les mouvements de gauche qui sont dans une pensée de défendre l'Afrique par rapport à la France-Afrique, par rapport au France-CFA? Moi, je vois sur les réseaux sociaux, vous avez mis en base, je dis, mais putain, mais ce qu'ils font les constituants chamaliens, on devrait le faire. Putain, ce qu'ils ont fait à la Tour Bolloré, on devrait le faire. Bah faites-le les gars. Donc n'attendez pas que votre syndicat, votre parti vous donne l'aval, faites-le. Et s'ils sont pas contents dans leur parti ou syndicat, vous leur demandez pourquoi. Bah, Pourquoi soit démissionner, Pourquoi soit monter votre propre structure. Parce que tout ce qui est structure pyramidale, opaque et autoritaire, comme les partis politiques actuels et les syndicats actuels, font partie du problème, vous le savez bien. Ce ne sont que des rouages de transmission du pouvoir oligarchique qui nous saigne. Et vous le savez, parce que c'est ça qui nous a poussés au combat et à sortir sur les ronds-points en manif et en opération. Donc voilà, c'est la fin des partis traditionnels, c'est la fin des syndicats traditionnels. Vive la révolution, vive la évolution, voilà, vive la souveraineté du peuple, vive le bien commun, vive la justice, vive la dignité. Force et honneur les amis, on lâche rien. Et vive les gilets jaunes. Ah ouh